L'année dernière, Gualtiero et son équipe ont fait 3 millions d'euros de bénéfices. Alors, comment s'y prennent-ils pour faire le plus de profit? 15h30 à Genève. Le lac Léman est on ne peut plus tranquille. Et pourtant, au même moment, de l'autre côté de la ville, dans les bureaux de Gualtiero, l'ambiance est tout autre. C'est l'ouverture de la bourse de Wall Street. Et comme chaque jour, à New York, c'est l'effervescence. Et à cet instant, les nouvelles ne sont pas bonnes. Pour Will, le trader maison, la pression est maximum. Je t'appelle parce que je comprends pas ce qui se passe. Ça me tue. À l'autre bout du fil, l'intermédiaire auquel il passe ses ordres sur le marché de New York. La veille, il lui a acheté un paquet d'actions. Aujourd'hui, elles sont en baisse. Quoi? L'action était à 40,105. Elle est maintenant à 40,064. J'ai de quoi m'énerver, non? Mais la bourse, c'est un vrai yo-yo. Tout peut changer d'une minute à l'autre en moins d'une heure. Will va retrouver le sourire. Le marché continue de grimper. Et c'est plutôt bien? Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle quand ça grimpe. Tant que vous misez sur la hausse, comme la majorité des gens. Car la bourse, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas toujours parier sur une action qui monte pour la revendre au plus haut. Il y a une autre méthode, parier sur les actions en chute libre. C'est la spécialité du patron. Quand on pense qu'une compagnie a des difficultés et que son titre va en ressentir, on peut parier que son titre va chuter. Et avec ça, on peut gagner de l'argent. Avec ça, on peut gagner de l'argent. Donc on gagne de l'argent sur les compagnies qui vont mal. Ça paraît incroyable, et pourtant parier sur le déclin d'une entreprise pour en tirer des bénéfices, ça n'a rien d'exceptionnel pour un trader comme Gualtiero. Exemple, la société Tyson, le premier producteur de poulet aux États-Unis. C'est l'un des très bons coups de Gualtiero. Au début 2006, la menace de la grippe aviaire pourrait faire chuter la consommation de poulet. Et le malheur de cette société américaine va faire le bonheur du trader. Bon, un bon exemple, je pense facile à comprendre, c'est au début de cette année, on a parié sur la grippe aviaire. On pensait que ça allait revenir et donc forcément les productions de poulet allaient ressentir. Il commence par emprunter 100 000 actions de la société Tyson à une banque, une pratique courante dans la finance. Et il n'a pas eu à débourser un sou. Il peut faire ce qu'il veut de ses actions, à condition de les rendre dans un mois. On leur a dit donnez-nous 100 000 titres, on va les vendre. Donc on les a vendus au prix du marché. Le 3 janvier, on les a vendus à 17 $ l'un. Il a donc empoché 17 € par action. Mais combien vaudront-elles lorsqu'il faudra les rendre à la banque? Pour que Gualtiero gagne de l'argent, il faut qu'il ait vu juste. Le cours doit s'effondrer pour empocher la différence. Dans ce cas-là, notre analyse était juste. La grippe aviaire est sortie. C'est parti dans tous les journaux. Les Américains ont paniqué. Quand ça a touché les 14 $, on a simplement racheté les 100 000 titres. Donc on a vendu à 17 $, on a racheté à 14. On a gagné 300 000 $, c'est 3 $. 300 000 $ de bénéfices en 4 semaines seulement. Grâce à ses coups audacieux, Gualtiero s'est déjà taillé une solide réputation dans le monde de la finance. Et il est prêt à jouer dans la cour des grands. New York, quartier de Manhattan. C'est ici que se trouve la plus grande concentration de traders au monde. Gualtiero y passe tous les 15 jours. Question de commodité. J'arrive à tout faire ici, ce que je ferais en Europe en 2 semaines, j'arrive à le faire ici en 2 jours, donc c'est agréable. Mais son chauffeur ne peut rien faire pour éviter les bouchons. Et Gualtiero n'a pas une minute à perdre. Il ne veut pas rater son 3e rendez-vous de la journée. Alors il pique un sprint en pleine rue. On va attendre. Et Gualtiero, comment ça se fait que vous n'avez pas de chaussures de ville? Parce que je marche beaucoup, alors c'est mieux d'avoir des baskets ici. Et puis aux États-Unis, c'est plus relax aussi. Quand c'est lui qui reçoit, ça se passe dans un palace, le Four Seasons, où il a sa suite. 4 000 € la nuit, la vue sur Manhattan est comprise dans le prix. Et il n'a pas 30 ans, mais il se la joue déjà vieux routier de la finance. Ce jour-là, il reçoit un jeune premier qui veut convaincre Gualtiero d'investir de l'argent avec lui. Will Harkley. Il gère depuis 4 ans un fonds spéculatif de 4 millions d'euros, 10 fois moins important que celui de l'Italien. Alors, pour donner envie à Gualtiero de miser sur lui,
Il va d'abord passer un petit oral. Ma stratégie, c'est d'investir sur 3 ou 4 ans. 3-4 ans, c'est une éternité dans le monde des fonds spéculatifs. Un an, 18 mois, c'est le maximum dans l'économie d'aujourd'hui. Même les PDG sont jugés sur 24 mois en moyenne. Oui, mais au bout de 3 ans, les actions ont pris 30%. Et s'il y a une chute de 20% à la bourse, vous faites quand même un bénéfice de 10%. C'est pour ça que ma stratégie est moins dangereuse. Disons que si j'investis $1 million chez vous, vous êtes prêt à négocier un rabais sur les frais de gestion ? On peut en discuter. Le petit nouveau va devoir s'asseoir sur ses frais de gestion. Cela représente tout de même jusqu'à $20 000. Un petit jeu qui n'est pas pour déplaire à Gualtiero Giori. On a l'impression que vous êtes un peu de l'autre côté de la barrière, quoi. Vous vous mettez un peu sur le grill. Je suis complètement de l'autre côté de la barrière. Je mets sur le grill comme Marco Lassin m'a mis sur le grill à moi à Genève. Donc c'est exactement l'inverse de la barrière, exactement. À ce jour, Gualtiero est toujours en négociation avec le petit nouveau. En tout cas, les cieux n'ont jamais été aussi cléments avec les jeunes loups de la finance. Bienvenue Tammy Cabage, donc vous êtes ancien trader et vous êtes penché sur la psychologie de ces gens-là. Et j'aimerais votre avis, votre expertise sur ce qu'on vient de voir. Alors Gualtiero, d'abord est-ce que c'est le profil type ? Ou alors est-ce qu'on en a fait un exemple parce que c'est le golden boy parfait, qu'il est de bonne famille, qu'il a fait les études qu'il faut et qu'il réussit? Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Disons que c'est un petit peu cliché. Ouais. C'est très intéressant. Ce reportage est très intéressant car il comporte certaines informations intéressantes sur le monde du trading, mais également certains clichés. On voit un jeune trader, flambeur, qui gagne, qui est un petit peu intuitif, qui se base sur son instinct pour investir sur des actions. Or, le véritable trader, ça reste tout de même une personne extrêmement rigoureuse, méthodique, qui même introverti, qui ne fait pas trop parler de lui, est extrêmement discipliné. Un très bon trader, il a 4-5 ans d'expérience déjà. Minimum. C'est ça. 4-5 ans d'expérience. Il a déjà subi des échecs. Il a réussi à surmonter ses échecs. Il a réussi à maîtriser ses émotions, ses biais psychologiques. Et donc, il est arrivé à atteindre une situation où il est en phase avec les marchés. Donc, on est meilleur à quel âge? On est meilleur, enfin, il n'y a pas d'âge, parce que vous pouvez avoir de très bons traders à 25 ans, comme à 50 ans. Il y a encore des traders à 50 ans? Il y a encore des traders. D'ailleurs, les personnes... Ils étaient usés, qu'on n'arrivait pas à aller au-delà de 35 et qu'après, il fallait faire autre chose. C'est encore une fois une croyance. Les meilleurs traders, les Paul Tudor Jones, les Bruce Kovner, les personnes qui sont à New York, que l'on voit gagner des milliards par an, ils ont la cinquantaine, la soixantaine. Parce que, juste que je comprenne, ce ne sont pas des jeunes. La vie, c'est que leur cerveau décroche jamais. Ils sont sur les marchés en permanence. Le matin, on allume les ordinateurs, on a les cours. On vit avec le cours presque qui passe dans les veines. Je vais pisser, je perds $10 millions. En gros, c'est ça leur vie en permanence. Enfin, c'est usant. Je me trompe ou pas? C'est une image, mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'un bon trader, il gère ses risques, il a des stop-loss, c'est-à-dire des niveaux qui invalident. Je parle de petits débutants là qui s'excitent. Voilà, mais là, on est bien d'accord. C'est-à-dire que les bons traders gèrent leurs risques en permanence, savent quelle est leur position, diversifient leur position, ils ne vont pas tout investir sur une seule position. Donc ils sont extrêmement disciplinés et encore une fois, ils ont compris qu'il n'y a pas de certitude sur les marchés. Quelqu'un comme Kerviel, il va devenir quoi? Et je pense que il pourra difficilement revenir sur les marchés financiers. Il va probablement écrire 1 ou 2 best-sellers qui lui permettront de financer un petit peu différentes activités, un petit peu comme le cas Nick Leeson, qui est intéressant puisqu'il donne des conférences facturées apparemment 10 000 $. Et alors quelqu'un dans le métier, il est perçu comment? Pour la plupart des traders, c'est vrai que c'est un très mauvais exemple. Pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup plus de contrôle, parce que l'image du trader est un petit peu ternie, parce qu'on se dit qu'on a affaire à des joueurs, des personnes incontrôlables, des personnes qui peuvent du jour au lendemain plomber une banque. Sur un an, c'est au maximum, sur 100, je peux... Écoutez, tout dépend du portefeuille. Il y a des... Faites-moi rêver, on ne dépend... Dites-moi, je le ferai pas de toute façon. Non, mais tout à fait. Sur 100, sur un an au maximum. On peut faire 1500%. 1500%? Oui, 1500%. Pour ceux que la psychologie du trader ou des trading de tout ce monde-là intéresse, c'est dans vos bouquins. Pour les autres, allez jouer ou pas. En tout cas, je ne sais pas si on vous a donné des clés et l'envie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, à la semaine prochaine. Ciao. California.